qui est l'auteur de ce livre Aragon, un destin français, dont le premier tome est sorti et dont le deuxième est annoncé pour le printemps, et Bernard Vasseur, qui est donc, comme vous le savez, le directeur de la maison de Saint-Arnoux, Elsa Triolet, Aragon. Voilà. À vous la parole. Merci de votre présence. Je salue les autorités civiles et militaires, pas encore qu'il n'y a pas beaucoup de militaires, mais Jacques, Raïd, Michel Dufour, ancien ministre, François Auguste, président du Parti communiste, puis, si j'en oublie, excusez-moi, tous les autres. Alors, nous sommes réunis ce soir, donc, dans le cadre de ces soirées, et quand on m'a proposé cette carte blanche, à moi comme directeur de la maison de Saint-Arnoux, à laquelle je vous convie de venir, bien entendu, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait inviter Pierre Juquin, parce qu'il vient de faire paraître donc un livre consacré à Aragon, et parce que ce livre, je l'attends depuis 7 ans. Pierre est venu en parler au Moulin, etc. Et à chaque fois, la parution était imminente. Et là, j'ai trouvé que... Bon, enfin, voilà. Mais je ne suis pas déçu. Non seulement je ne suis pas déçu, mais je suis enthousiaste de ce livre. Alors, je vais vous dire, parce que, vous voyez, à première vue, on se dit, c'est... Enfin, pavé. Mais, pavé, alors avec tout ce que le mot pavé peut avoir de décourageant. Mais, franchement, c'est un très bon livre. Et Pierre avait eu la gentillesse, puisqu'il est paru il y a 15 jours, Pierre avait eu la gentillesse de me... Je suis perdu dans mes papiers. À quitter Juquin. Voilà. Lui. Et pourquoi? Parce que, j'allais dire, ça se lit comme un roman. C'est un livre à la fois très érudit et en même temps très accessible, très pédagogue, qui explique clairement des choses compliquées. On voit que tu t'es occupé de l'école dans une autre vie, cher Pierre. Et alors, qu'est-ce que je peux en dire? D'abord, un livre remarquablement écrit. Quel style, mon cher Pierre. Un livre soigneusement documenté. J'ai été bluffé de voir le nombre d'archives que tu as dépouillées, les archives du conseil municipal de Lyon, de la police de Lyon, etc., sur les traces du père d'Aragon, Louis Andrieux. Un livre qui publie des inédits. Tu commences par un inédit d'Aragon lui-même. Il y a beaucoup de lettres de Romain Roland aussi. Moi, j'ai été frappé par ça. Un livre qui souligne toute l'importance pour les chercheurs de la bibliothèque de Saint-Arnoux. Et tu comprends que j'y ai été particulièrement sensible. Un livre qui ne règle pas de compte avec le Parti communiste en utilisant Aragon. Et tu sais bien que ce n'est pas toujours le cas, ça mérite d'être souligné. Un livre qui n'est évidemment pas une hagiographie, mais qui est une tentative pour comprendre Aragon de l'intérieur, de son parcours, le parcours d'un homme. Un livre consacré à Aragon dont on sent que tu l'admires, mais en même temps que ça n'enlève pas la lucidité ni l'esprit critique. Et puis j'allais dire, un livre qui brise les cloisonnements. Et les cloisonnements on est
un peu... Enfin, la vie fait ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les universitaires aragoniens, c'est les textes, les historiens... Vous voyez, mais précisément tout ça se retrouve un peu dans toi. C'est-à-dire que tu connais évidemment très bien l'œuvre d'Aragon, tu connais bien l'histoire qu'il a traversée, tu es bon historien, et puis en même temps, tu es un homme politique qui sait entendre les non-dits dans les dits. Tu vois ce que je veux dire? Qui sait lire les textes en voyant ce qu'ils disent et aussi ce qu'ils dissimulent. Bon. Je prends un exemple tout simple de ce dernier exemple pour une chose qui m'avait frappé. L'Espagne, 36. Bon, évidemment, je ne sais pas, après il y a Franco, machin, moi dans ma jeunesse, l'Espagne, c'est... Et 36, le Front populaire en France et la non-intervention, qui reste une blessure. Et la non-intervention, en lisant ton livre, on apprend comme ça ne concerne pas Aragon, mais enfin un petit peu quand même. On apprend par exemple que la décision par le gouvernement français de Front populaire de ne pas intervenir en Espagne, de soutenir la politique de non-intervention en Espagne, a été prise à une voix ou deux de majorité, dont celle de Blum. Et alors, il y a une petite parenthèse qui dit en même temps, vous voyez, au fond, si les communistes français de l'époque avaient suivi Maurice Thorez et avaient décidé de participer au gouvernement, il y aurait sans doute eu plus de 2 ministres communistes, il y en aurait eu 10, 12, on ne sait pas. Mais vous voyez, voilà, ça que je dis, les non-dits dans les dits. Et je trouve que ça, c'est intéressant, appliqué à Aragon. Alors, avant d'en venir au contenu du livre, mon cher Pierre, peut-être tu peux nous dire quand même combien de temps tu as travaillé sur ce livre. Tu m'as dit que tu avais mis 1 an à l'écrire à la plume. Mais combien de temps pour travailler? Tu peux nous le dire? Tu peux le dire à nos amis? Je commencerai par ce mot quand même, en vous remerciant d'être là, en disant que j'éprouve un certain sentiment en me trouvant dans cette salle. Il y avait une tribune à l'époque. Et je remercie le Parti communiste d'avoir organisé cette série de rencontres en mémoire d'Aragon pour le 30e anniversaire de sa mort. C'est une initiative absolument excellente qui me touche et qui me paraît, peut-être on aura l'occasion d'en parler au cours de la soirée, extrêmement utile, je dirais même urgente, parce que nous sommes peut-être dans une société où il y a beaucoup d'électronique, mais pas énormément d'idées, et on a besoin d'idées. Je crois qu'Aragon nous permet de réfléchir à beaucoup des problèmes d'aujourd'hui et de demain. Mais je réponds à la question de Bernard en commençant par dire « non sum dignus », parce que ça a été une souffrance, et je suis encore... Une souffrance et une immense joie d'écrire ce livre. Et je suis encore dans l'angoisse. Je commence seulement à voir que de premiers lecteurs disent un peu ce qu'a dit Bernard, avec un excès d'indulgence, bien sûr. Et la presse est excellente. La presse est bonne, mais la presse est bonne. Cependant, il faut que vous sachiez que Le Monde a donné consigne à sa rédactrice littéraire de ne pas dépasser une certaine place accordée à Aragon. Voilà. Elle s'en est tirée, ça mérite un coup de chapeau comme elle a fait avec quelques lignes, mais tout de même, il reste quand même un certain nombre de choses. Comme vous le savez, Aragon a été, avec Hugo et Jaurès, l'un des intellectuels français de l'époque moderne les plus insultés. Alors là, on n'insulte plus Aragon, encore que. Il y a un site, je ne sais pas ce que c'est que ce site, qui explique que j'ai emboîté le pas à Aragon, que je suis aussi malhonnête que lui, et que je n'ai pas écrit moi-même ce livre, qui résulte du travail collectif de tous les gens que j'énumère à la fin, qui sont mon équipe, et que je n'ai été que l'agenceur de toutes ces erreurs et de tous ces mensonges sur un homme qui s'est illustré par son sectarisme, son bolchevisme et tout ce que vous pouvez imaginer. Allez, passons aux choses sérieuses.
La proposition d'écrire un livre sur Aragon m'a été faite par Flammarion il y a une douzaine d'années. Il m'avait proposé d'écrire un essai qui se serait appelé Aragon et la politique. J'ai sauté sur le sujet et j'ai commencé à relire un peu Aragon, ou lire, parce que je n'avais pas tout lu. Et puis je suis allé dans ses archives. Et puis j'ai parlé des archives qu'avec Elsa, qui comprennent aussi celle d'Elsa, et qu'il a léguées à la nation. Et puis j'ai interrogé... La Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale, oui. Enfin, c'était le fonds CNRS. C'est très important. Et j'ai aussi consulté quelques-uns de mes vieux camarades, en particulier Boris Statsitsky, qui avait cette particularité d'avoir travaillé un peu comme secrétaire, si vous voulez, d'Aragon avant 1939, ce qui était rarissime. Et très vite, je me suis dit, le sujet est important, mais la question est mal posée. Parce qu'Aragon est irréductible à une seule activité, irréductible à un seul champ du savoir et de l'action, irréductible à un seul genre littéraire, etc. C'est un personnage infiniment plus riche et plus complexe. Et puis il est irréductible à une appartenance. Oui, ça a été un communiste pendant une très grande partie de sa vie, mais il n'appartient pas à tel ou tel mouvement. Il est, comme communiste, comme écrivain communiste, une partie du patrimoine commun de tous les Français et de tous les hommes cultivés de cette planète. Donc je me suis dit, je travaille, j'étais enthousiaste de faire ce travail, mais il faut changer de sujet. Et j'ai commencé à accumuler des notes, hein, comme un prof de style un peu universitaire, et j'ai travaillé pendant un certain temps avec de plus en plus d'intérêt. Il est arrivé un moment où ce qui devait arriver est arrivé. Je me suis dit, mais cet homme, c'est l'Himalaya, et je n'ai pas la musculature nécessaire pour grimper l'Himalaya. Donc assez vite, au bout d'1 an, je me suis arrêté, j'ai tout mis dans des cartons. Et puis, quand même, de loin en loin, je discutais avec Georges Aillot, on alla voir sa collection unique au monde, aragonienne, avec d'autres, avec Tassitsky, que j'ai revu plusieurs fois, que j'ai aimé pour beaucoup d'autres raisons, avec Jacques, qui me parlait de Argenteuil, Valdec-Rocher qui venait voir Jacques à la mairie, et à Aubervilliers, à la mairie d'Aubervilliers, après le comité central d'Argenteuil, et qui lui posait des questions sur l'avancement de la politique du parti en matière culturelle, pour laquelle Aragon avait joué un rôle extrêmement important, je dirais même, en cette occurrence, décisif. Bien qu'elle ait été appliquée, non pas par lui, mais par Roland Leroy et son équipe. Alors, cet homme infiniment complexe, qui a parlé lui-même de la pluralité de la personnalité, je m'y suis remis. Et les éditions de La Martinière, tout se sait dans ce petit monde des éditeurs, m'ont approché il y a un peu plus d'1 an, 1 an et demi maintenant, en disant, voilà, nous savons que vous avez commencé un travail, nous sommes prêts à éditer une biographie d'Aragon que vous ferez exactement comme vous voulez. Vous avez toute liberté, vous prenez le volume que vous voudrez. On avait pensé au départ 800 pages, c'était déjà considérable. Il n'y a qu'une condition. Elle doit être terminée 2 mois à 2 mois et demi avant le 30e anniversaire de la mort d'Aragon, pour lequel sont prévues différentes célébrations. Je l'ai fait. Ça a été un déblocage total. J'ai travaillé comme un bénédictin, 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Je ne me suis pas arrêté le dimanche, mais le mardi. Et d'une certaine façon, je me suis libéré, je me suis lâché, quoi. Et je l'ai écrit d'un seul coup. Voilà l'histoire de ce roman. J'ai prodigieux roman, le roman qu'on a appelé Un destin français. Ce mot que je n'ai pas trouvé, il est de mon éditeur après lecture du livre. J'ai eu la sensation, quand il m'a proposé ça, qu'il avait bien compris mon propos. Parce que c'est cet homme qui représente une part de la culture nationale. Alors, on va passer au contenu maintenant, Pierre. Alors évidemment, bon, on va commencer par l'enfance.
puisque en général c'est par là qu'on commence quand on fait une biographie, encore que c'est plus, tu viens de le dire, c'est plus qu'une biographie strictement dite, c'est un homme, une œuvre, une époque, tout ça est entièrement mêlé, hein, sans cloisonnement justement, comme tu disais. Et on sait bien que pour Aragon, l'enfance, justement, c'est pas seulement le commencement. On sait bien que ça a été une blessure qui a duré toute sa vie. Autrement dit, l'enfance, contrairement à ce que pensent les adultes, l'adulte s'imagine que l'enfance c'est un truc dont on peut sortir, qu'on peut laisser loin derrière soi. Et s'agissant d'Aragon, en tout cas, nous avons de nombreuses raisons de penser qu'il a traîné avec lui cette enfance, la bâtardise. Bon, vous connaissez tous, je suppose, l'histoire de la naissance d'Aragon, ses parents qui ne le reconnaissent pas. Vous savez, il a un mot qui résume ça, qui dit qu'il n'applique pas à lui, mais dont on peut penser qu'il s'applique à lui, et qui est dans la préface du libertinage. Au commencement, il y eut ce malheur, moi. Bon. Donc, voilà. Alors, depuis, donc, on en sait, c'est-à-dire qu'il y a cette famille du secret qui est devenue aussi petit à petit la famille du mensonge, puisqu'on avait redécoupé les relations de parenté dans la famille aux yeux du monde extérieur, puisque c'est sa grand-mère qui passait pour sa mère adoptive. On a transformé un enfant bâtard, au fond, en enfant adopté, pour effacer la honte, entre guillemets, d'une maternité sans père et hors mariage. Bon. Donc c'est sa grand-mère qui est devenue sa mère adoptive, avec cette conséquence donc que sa mère est devenue sa sœur, aux yeux du monde extérieur et aux siens propres. Bon. Donc on sait maintenant un certain nombre de choses. Mais quand on te lit, alors mon cher Pierre, on a le sentiment que tu dis, bien parlant de l'enfance, bien malin qui déroulera les chevaux. Il y a les chevaux en un seul mot. Hein. Effectivement, tu rajoutes beaucoup de points d'interrogation. Alors, je ne parle pas seulement du nom, d'où lui vient le nom d'Aragon, puisque c'est le nom ni de son père ni de sa mère. Quel jour exact est-il né? On est sûr de l'année, mais le jour exact, pas trop. Le lieu, il a toujours dit, c'est Paris, mais toi tu dis, c'est peut-être, hein, puisque, bon, à suivre, c'est peut-être, on a des raisons de penser que c'est Toulon. Ensuite, quel âge avait sa mère quand elle a eu cet enfant? Alors, le problème, c'est qu'on trouve 3 dates de naissance pour sa mère sur des papiers officiels. Vous en avez un, je vous l'ai dit, dans la chambre, dans l'exposition 56 rue de Varennes. Vous voyez la carte, remarquez bien la carte d'identité de Marguerite Toucas, née le 1er juin 1880. Ce qui signifie qu'elle aurait eu 17 ans quand elle a eu Aragon, puisqu'il est né en 97. C'est quand même pas la même chose. Vous voyez, moi j'avais entendu dire avant, elle a eu cet enfant à 24 ans. C'est quand même pas la même chose pour un monsieur de 58 ans de mettre enceinte une gamine de 17 ans et une femme, une jeune fille de 24 ans, puis mineure. Donc, puisqu'à l'époque c'était 21 ans. Donc, bah, voilà. Alors, tu dis aussi, il y a sans doute eu un arrangement entre la grand-mère réelle, donc la mère adoptive, et la famille de Louis Andrieux, son père. Mais en même temps, tu dis, il y a peut-être eu, c'est pas, comment vous dire, c'est pas simplement un truc d'un jour, quoi, cette naissance d'Aragon. Peut-être que Marguerite aimait vraiment Andrieux. En tout cas, elle l'a soigné jusqu'à la fin. Ah, il y a quelqu'un d'Alsace, là. Et dernier point, alors, l'homme au gant gris-perle, c'est-à-dire celui que tu appelles l'homme au gant gris-perle, c'est-à-dire Louis Andrieux. Et alors, tu dis, enfin, Aragon, vous savez, bon, c'est bien connu, il répétait toujours, je n'aimais pas mon père. Et on pensait, vous savez qu'il ne sait pas, tous ses livres sont signés Aragon sans le prénom.
parce que le prénom, c'est ce qu'il avait de commun avec son père, qui s'appelait donc Louis Andrieux. Ici, dans cette maison, tout le monde l'appelait Louis, tu l'appelais Louis, etc. Mais néanmoins, donc, et sur sa tombe, il y a marqué Aragon. Et comme si c'était Louis. Donc, il a toujours dit, je n'aime pas mon père. Mais toi, tu dis, alors c'est aussi un intérêt de ce livre, parce que tu as fouillé des tas d'archives, tu dis, il te semble bien que ce père a été beaucoup plus présent dans la vie d'Aragon qu'on le dit d'habitude, et en particulier que ça se voit dans ses romans, dans les beaux quartiers, la campagne électorale, dans les beaux quartiers, dans les voyageurs impériales, etc. Alors, tu t'es groupé toute une série de choses sur l'enfance, là, mais tu as tout dit. Non, mais je te pose des questions. Explique un peu tout ça à nos amis, peut-être. Oui, vous allez voir le détail de l'histoire. J'ai naturellement été conduit à consacrer pas mal de pages au début, comme tout biographe, à cette aventure qui est incroyable quand on y pense, qu'il faut tout de même interpréter en se reportant aux données sociales et même légales de l'époque. Le père, à l'époque, où régnait encore le code civil napoléonien dans son intégralité, il a été aboli sur ce point bien plus tard, le père ne pouvait pas reconnaître l'enfant. Picasso a eu des histoires du même genre, qui ont eu des conséquences lointaines. Je crois qu'il faut aussi comprendre tout ça. Alors, oui, ce bel homme, prestigieux, franc-maçon, voltairien, radical, qui avait flirté pas mal avec Barès, il saluait M. Barès, Aragon, lorsqu'il se promenait avec son père au bois. Mais après, il dira que la voiture de M. Barès l'éclaboussait quand il passait. Je crois que ce bel homme, cet homme important, ce notable de la Troisième République, assez typique et en même temps original, à part, qui faisait un tabac chaque fois qu'il intervenait à l'Assemblée, à la Chambre des députés. C'était annoncé avant, les tribunes étaient pleines. Il faisait en effet des discours prodigieux. Cet homme a joué plus d'importance qu'on ne le croit généralement et que ne l'a dit Aragon dans sa propre vie. D'abord, il a été présent, il était là une fois ou deux fois par semaine, à jour fixe. Il lui faisait faire du sport, de l'escrime, il lui fait visiter le Louvre avec sa mère d'ailleurs, il fait un cours d'histoire de l'art et qui va jusqu'à Sisley. Ça, c'est un texte. Oui, d'après l'inédit que j'ai trouvé par hasard dans ses archives. Enfin, des fois, vous savez, il faut prendre les livres, c'est un avantage du moulin. J'ai fouillé sa bibliothèque, on prend les livres et puis on secoue. Et il tombe des fois des papiers fort intéressants. Ça, c'est vrai, en témoigner. Voilà. Et ce père a eu une certaine influence sur Aragon. Alors, que cette influence ait été contradictoire, c'est très compréhensible. Il le détestait et en même temps, le père le fascinait. Le père, c'est les religions, l'athéisme. Il n'était pas athée, il était voltairien, c'est-à-dire déiste. Il a fait sa thèse sur Gassendi et son autre thèse sur Madame du Châtelet, quand même, à 80 ans. Originalité, en son mode. Ce père, c'était pour lui le modèle de ce qu'est la politique Troisième République. Et d'ailleurs, il l'incarne assez bien. Il y a un portrait de Séverine que je cite très rapidement, mais il faudrait pouvoir lire tout le texte, qui est d'une férocité. Voyez-vous, ce père, c'est aussi l'homme qui, à la Chambre des députés, a fait, avec un autre député radical, adopter le droit de vote des femmes. C'est le Sénat qui les a retoqués. Tout ça a pu jouer dans la pensée d'Aragon un certain nombre de choses. C'est une certaine influence. Aragon a appris la politique avec son père et puis les beaux quartiers le montrent bien. Il fait des campagnes électorales avec son père. J'ai retrouvé des documents, oui, réellement. Et son demi-frère, qui va devenir sous-préfet grâce au piston du père,
Et elle travaille d'abord dans un journal du père, ou patronné par le père. Ensuite, il est nommé sous-préfet et il est élu dans les Basses-Alpes, comme on disait à l'époque, dans le sillage du père Andrieux. Il y a d'ailleurs un lieu qui s'appelle Andrieux, dans la région où il était. C'était la maison de campagne dans laquelle il se retrouvait. Il allait passer ses vacances là-bas. L'histoire de quand le nom de M. Romanet est tombé, le nom de Papa, vous savez, un insipide célèbre d'Aragon qui raconte, ça se passe lors de vacances à Créoux-les-Bains avec le père. Il y a une promenade avec le père qui passe dans un des romans où il monte en montagne, il se retrouve avec son père pendant 15 jours, et là, il découvre que cet homme n'est pas si affreux qu'il le croyait. Alors le père, c'est celui qui ne croyait pas au ciel. Sa mère, c'est celle qui croyait au ciel. Sa mère, catholique, assez ouverte probablement, mais tout de même, il va à l'école religieuse, à Neuilly. Il a 3 prêtres pour s'occuper de lui. J'en ai identifié 2, sans aucun doute. Maintenant que la porte est ouverte, on va rapidement identifier le 3e. L'un de ces prêtres joue un rôle dans la République et il a donné la bénédiction à ce président de la République qui est mort dans des conditions abracadabrantes. Tout ça se passe aussi dans la haute société. Alors il y a une différence. Du côté de la mère, c'est la moyenne bourgeoisie. Pour reprendre les critères de Michel Vinocq et de tous les historiens, ils sont d'accord là-dessus. La mère, c'est la moyenne bourgeoisie. Aragon parle beaucoup de la pauvreté, parfois même le mot misère lui échappait. Non, 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 non. Évidemment, le grand-père, préfet ou sous-préfet en Algérie, avait déserté son poste, avait emporté une bonne partie du magot familial, provenant notamment de la culture des terres, des propriétés foncières dans la région de Toulon, et il était parti animer la mafia des casinos à Constantinople. Encore un personnage extraordinaire. À tous les coins de rue, si je puis dire, dans la vie d'Aragon, on trouve des situations romanesques étonnantes, et qu'il a reprises, retravaillées. Parce que chez lui, comme chez Hugo, chez ces grands fauves, en somme, qui absorbent le monde et le restituent à leur manière, dans leur imaginaire, tout est plus ou moins autobiographique. Alors, ce père a joué donc un rôle. Et je vais en donner un dernier exemple. C'est dans une petite note d'un recueil d'essais qui s'appelle La lumière de Stendhal, qui est publié en 1954, si j'ai bonne mémoire. Dans cette note, Aragon raconte qu'il a visité la Chambre des députés vers l'âge de 15 ans. Alors il visite, il est épaté, et puis je vais dire le larbin de service, l'huissier lui montre un casier où il y a la lettre A en dessus, et il dit « Ce sera peut-être le placard de monsieur plus tard ». Aragon a fait, je crois, de la politique à la fois comme son père et contre son père. Alors, je voudrais venir rapidement, alors il y a toutes les questions qui ont été posées par Bernard, je crois qu'elles sont ouvertes, certainement que des généalogistes, des spécialistes vont, avec un professionnalisme que je n'ai pas, creuser ces questions et sans doute éclairer l'âge de Marguerite. Elle a beaucoup menti sur son âge. Aragon signale lui-même. Enfin, si elle avait 17 ans, évidemment, ça change pas mal les choses. Hein. Au fond, c'était presque à la grande sœur. Qu'est-ce que c'était que cette mère qui ne se comporte pas comme une mère, mais comme une sœur aînée? Et encore après la guerre de 14-18, j'en apporte des preuves, quand Aragon avait eu la vérité. À propos de vérité, je vais m'arrêter là sur ces détails pour poser des questions de fond. À propos de la révélation de la vérité, Aragon a eu une première révélation confuse vers l'âge de 14 ans. Son père a fait faire des papiers. Tout ça serait impossible aujourd'hui. Mais la véritable révélation, officielle en quelque sorte, il l'a eue dans des conditions presque inimaginables. Nous sommes en 1918, il est mobilisé comme médecin auxiliaire, c'est-à-dire médecin militaire non professionnel, pas de carrière. Il va partir, nous sommes sur le quai de la gare de l'Est, vous voyez la situation, le canon tonne à 120 km à peine au nord, c'est casse-pipe, et il y monte. Il y a des officiers, il y a des militaires, sa mère arrive sur le quai et lui dit «
ta mère, c'est moi, ton père, c'est lui. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce jeune homme? Et l'entrechoquement, comment dire, la proximité extrême entre la naissance et la mort dans cette révélation. Tout ça pour dire une chose, c'est que, outre qu'il faut approfondir toutes ces questions que je n'ai fait couvrir ou effleurer après d'autres, il faut aller plus au fond des choses. L'enfance d'Aragon et son adolescence pèsent sur elle une situation de mensonge, d'hypocrisie, du monde bourgeois de l'époque poussé à l'extrême. Et je crois qu'une des constantes de la pensée d'Aragon jusqu'à la fin de ses jours, c'est une détestation profonde, j'allais dire viscérale, de cette bourgeoisie. Récemment, le poète Charles Dobzhansky, qui a très bien connu aux lettres françaises, me le disait. Si quelque chose n'a pas changé chez lui, c'est bien ça. Jusqu'à la fin de ses jours, il haïssait cette bourgeoisie où l'argent, et plus encore le paraître, les apparences, avoir un piano chez soi comme signe de distinction et comme bien d'autres choses. J'emploie volontairement le mot de Bourdieu. Ça a toujours irrité Aragon. Son mépris, sa haine de cette société bourgeoise provient certainement de cette expérience. La deuxième chose, c'est la question de la politique. Très tôt, ça se traduit par une réflexion sur la politique sans même qu'il soit politisé proprement. Par exemple, en 1917, pendant près d'un an, il ne sait rien des fusillades qui sont ordonnées par, moins nombreuses d'ailleurs, on le sait aujourd'hui que ce qu'on a dit, mais tout de même criminelles, qui sont ordonnées par des généraux français sur le front. Il ne l'apprend beaucoup plus tard. Par contre, il a été ébranlé par la lecture du Feu de Barbus. Il va donner une traduction, une interprétation politique de cette haine de la bourgeoisie. Et puis la chose la plus importante, elle n'est peut-être pas là. Je me suis beaucoup interrogé, il aurait donc dû être dans un schéma préétabli, faux, un enfant triste, replié sur lui-même, malheureux, travaillant mal en classe, en échec scolaire, comme on dirait aujourd'hui. Rien de tout ça. C'est un élève hyper brillant. Même Monterland, qui a 12 ans, est épaté, parce qu'Aragon connaît tout Racine au même âge. Et puis, il écrit. Alors on sait, il écrit dès tout petit, il ne peut même pas écrire, il dicte à ses demi-sœurs, et il écrit des dizaines de romans, il écrira ensuite des poèmes, je n'entre pas dans le détail, mais ça me pose la question qui va être, je crois, dont la réponse va être constante chez Aragon. C'est à toutes les situations les plus difficiles, les plus tragiques, qui désespéreraient ou démoliraient beaucoup d'autres hommes, Aragon répond par l'invention, la création, l'imaginaire. Il répond par des chefs-d'œuvre. Ce n'est pas des chefs-d'œuvre à l'origine, mais par l'œuvre. Vous voyez, lorsqu'il est enseveli par 3 fois à Couvrel en 1918, quelques jours après être arrivé au front, il est enseveli, est au obus, etc. Il écrit un poème où il y a ce vers extraordinaire qui est au fond une des clés, à mon avis, de son œuvre. Le monde abat, je le bâtis plus beau. L'œuvre, la création, qui peut être scientifique aussi, pas seulement artistique, il l'a souvent dit, c'est ce qui donne à l'homme, à tous les hommes, l'idée, l'image d'une société plus humaine, où l'homme sera intégralement développé, où régneront la fraternité, l'amitié, l'amour. Voilà, je crois que c'est très important. Et ça se vérifiera, par exemple, dans la grande crise de 1956. En 1956, la déstalinisation... Il nous ramène le tome 2, là. C'est le tome 2, oui, mais c'est un choc terrible pour Aragon, comme pour tous les communistes de l'époque, et Aragon ne réagit pas en se laissant abattre, ni en se révoltant, criaillant contre le parti, contre Staline, etc. Aragon réagit en produisant
même plusieurs salves de chefs-d'œuvre exceptionnels, à commencer par le roman inachevé, et en continuant par les poètes, le Fou d'Elsa, la mise à mort, etc. Je pense que cette démarche est extrêmement importante. On pose souvent aujourd'hui la question, plus ou moins clairement, enfin je l'ai entendu ces jours-ci, pourquoi Aragon est-il resté fidèle, fidélissime au choix communiste qu'il avait fait vers l'âge de 30 ans? Je répondrai, peut-être on y reviendra, parce qu'il avait une pensée construite. Mais parce que dans cette pensée construite, il y avait aussi un substrat fondamental, un choix qu'il avait fait de penser que, quoi qu'il arrive, l'histoire étant toujours comme l'amour, à douleur, pleine de souffrance, pleine de tragique même, quoi qu'il arrive, l'homme parviendra à se dépasser, à devenir, à créer une société plus belle, meilleure. Je ne vais pas employer des locutions simples, mais pourtant, je crois que c'est ce qu'il pensait jusqu'au dernier jour. C'est-à-dire, si vous voulez, l'histoire, on parle beaucoup de notre devoir de mémoire. J'ai pensé faire un devoir de mémoire en écrivant ces 2 volumes. Et ainsi, je m'acquittais d'une dette personnelle à l'égard d'Aragon qui m'a beaucoup aidé dans ma propre évolution. Mais je pense qu'il y a aussi un devoir d'espoir. Et que l'histoire avance à l'intersection extrêmement fragile, si je puis dire, complexe, entre la désespérance et l'espérance. Et Aragon n'a jamais perdu de vue cette espérance qui se traduit notamment par ce qu'il appelle le rêve, ou le merveilleux, et qui est l'invention, la projection de ce que l'homme peut devenir s'il change la vie et la société. Je m'excuse d'être un peu long sur tout ce point, mais ça m'a paru très important de réfléchir à ça. Je crois que c'est très important. Les Illuminations et Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. J'ai écrit Anicet, le premier chapitre d'Anicet, au moment de l'offensive du chemin des dames. Quand tu parlais de Couvrel, là, le fameux enfouissement, 3 fois il a enterré vivant, etc. Je peux t'interrompre un instant, mais je suis allé à Couvrel. Oui, il raconte ça dans ce... J'ai visité le village, j'ai parlé avec le maire, etc., avec un érudit local, il ne savait rien de tout ça. Et je suis allé sur le terrain, à l'endroit où on m'a dit quand même qu'étaient les tranchées, qu'ont eu lieu les combats. Donc, à 100 mètres près, j'ai trouvé l'endroit où Aragon est tombé entre les lignes et a été sauvé par des soldats, après un acte d'héroïsme de médecin. Et il a évoqué, en 1956, dans le roman inachevé, cet épisode dans 2 ou 3 poèmes très brefs. Il y a des notations sur les plantes qu'il y avait, sur l'eau qui stagnait à certains endroits, et bien c'est près de 100 ans après, toujours la même végétation, toujours le même territoire, toujours le même sol. En même temps, ça montre la vivacité et la permanence, l'intensité des impressions qu'avait Aragon. Et il avait les mots pour le dire ensuite. Mais 50 ans après, 30 ans après, 40 ans après, il était capable de restituer un moment qu'il avait vécu pendant quelques minutes ou quelques secondes avec une précision extraordinaire. Je veux dire ça parce que c'est aussi un homme d'exception quant à son rapport avec le monde. Oui, alors, oui, exactement. Mais je voulais dire juste à propos de la guerre, il a dit, je vous dis ce que je disais tout à l'heure, et puis même Couvrel, quand il est enterré, on le tire de là, il est enterré vivant, on le tire de là, et il laisse sa capote et il dit, dans le vêtement, il y avait une lettre d'Apollinaire, enfin, etc. Bon, on se dit, c'est une guerre d'un télo, mais pas du tout. C'est une guerre, c'est ce que tu dis, donc une guerre de médecins, donc touchant le sang, touchant les plaies, fermant les yeux des mourants. Et si tu mets la haine de la bourgeoisie et la haine de la guerre, je crois que tu comprends beaucoup de choses à Dada et au surréalisme qui vont suivre, non? Absolument vrai. Et ça, c'est des constantes essentielles dans la pensée d'Aragon. La haine de la guerre. Mais, bien sûr, comme médecin, il l'a évoqué plusieurs fois, il a tenu le cœur de certains hommes qui avaient la poitrine ouverte dans ses mains pour les derniers battements, etc. Il a des phrases très belles, très puissantes là-dessus. Il raconte que quand il est dans la tranchée,
en train de manger, les tripes d'un soldat tombent dans sa gamelle. Enfin, donc, et comme vous savez qu'aujourd'hui, on a publié une quarantaine de carnets de médecins militaires qui se trouvaient à peu près dans le même secteur qu'Aragon, l'aspirant Labi, etc., qui étaient des médecins militaires non professionnels. Et tous donnent la même description de l'horreur, les hommes pilonnés par la guerre mécanique, industrielle, accrochés comme des insectes dans leurs trous, etc. Ça, Aragon l'a montré. Et Dada résulte de cette révolte des jeunes qui étaient souvent réfugiés en Suisse comme déserteurs, c'était des Allemands pour beaucoup d'entre eux, résulte de cette protestation contre l'inhumanité. Quand même, pour oublier, cette guerre, c'est des Européens qui l'ont faite. Nous étions censés être le pays, la région du monde la plus civilisée, la plus développée. Ça a beaucoup choqué ces hommes, au sens très fort de choc. Je pense même que ce qui a le plus frappé un homme comme Aragon, ça n'est pas seulement la boucherie, si vous voulez, pour aller vite, cette horreur humaine, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie, c'est la trahison des valeurs, les valeurs républicaines, les droits de l'homme, disons l'humanisme, pour englober d'un mot rapide. Et ce mensonge, il ne le supporte pas, ça rejoint la haine de la bourgeoisie. Il ne comprend pas encore les causes de la guerre, au sens où Jaurès disait « le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage », il le comprendra seulement plus tard. Mais déjà, il est révolté, en particulier contre l'attitude des gens comme son père, qui est dans le comité secret de la Chambre des députés, avec Clémenceau et les autres, pour pousser l'effort de guerre et combattre les hommes comme Caillot qui commençaient à dire « il faudrait peut-être réfléchir à arrêter cette boucherie ». Il est révolté contre les intellectuels qui, dans leur immense majorité, faillissent à leur rôle, qui aurait dû être de mettre en opposition les valeurs dont nous parlons, humanistes, et la réalité de la guerre. Comme Claudel, qui a une note dans laquelle il dit au maréchal Joffre, je crois, « Allez-y, mon général, faites-les tuer, etc. » Comme bien d'autres. Il y avait quelques exceptions, qu'Aragon admirait d'ailleurs, dans sa jeunesse, mais il est révolté, indigné contre cette faillite des intellectuels. Je crois que c'est le mensonge, l'hypocrisie, le déni des valeurs enseignées par la Révolution française en particulier, qui le révolte le plus. Et ça se porte sur la question du langage. Ils vont se révolter contre le langage mensonger et chercher à travers Dada une destruction du langage. Mais là, très vite, Aragon et Breton disent le nihilisme, c'est pas le bon chemin. Il faut construire des œuvres, un autre langage, mais avoir un langage plus vrai qui dise mieux la vérité humaine et le réel. Aragon aura quand même le culot de publier un poème qui parle du langage, qui s'appelle Suicide et qui est composé des lettres de l'alphabet. Vous imaginez les lettres de l'alphabet qui ne sont à personne, hein, puisque c'est ils permettent de faire notre langue à tous, lui, le signe. Mais il l'appelle suicide. Il l'appelle suicide, oui. C'est-à-dire ne plus écrire des mots, renoncer au sens. Parfois, chez certains de ces hommes de Dada, sous l'influence d'un Nietzsche, d'ailleurs peut-être mal compris, c'est se suicider, c'est se tuer. Voilà. C'est abandonner. Et là, avec Breton, ils vont réagir en disant la vie est plus forte, il faut créer, mais créer quelque chose de radicalement neuf. Autre lettre, autre langage. Alors, on a vu l'enfance, la haine de la bourgeoisie, on a vu la guerre, et toujours cette haine de l'hypocrisie, puis la violence des faits, puis des intellectuels qui... C'est la guerre de l'union sacrée, elle est menée dans l'union sacrée. Bon, est-ce que je peux me permettre? Ça évoquait, quand je l'ai lu, un roman qu'on peut aimer ou ne pas aimer, qui a eu le prix Goncourt il y a peu d'années, Les Bienveillantes. Moi, ce roman, je vois bien ses défauts, mais il m'a quand même ému. D'abord, je me suis posé la question de si j'avais été allemand à cette époque, qu'est-ce que j'aurais fait? Soyons francs, bien difficile à dire. Et la deuxième question qui nous touche tous, en tout cas, c'est que ces types, ces militaires hitlériens, qui commettent les pires exactions contre les juifs et les communistes
en entrant en Union soviétique, sont des types raffinés, qui parlent les langues les plus incroyables des peuples caucasiens que personne ne connaît, qui connaissent toute leur littérature, qui échangent de la poésie, qui vont au Café de Flore quand ils sont à Paris. Oui, moi d'ailleurs, tous ces gens étalés. Trahison des clercs, trahison des intellectuels. La culture n'a pas été assez forte pour les empêcher d'aller vers cette horreur, vers ces crimes. Ça, c'est une idée très forte, je crois. Ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est pas, vous comprenez ce que je veux dire, je le mets entre guillemets, c'est pas des sauvages qu'on fait cette bouche, c'est des nations les plus policées, les plus civilisées, ce qu'il y a de mieux au monde, si j'ose dire, de plus en avance. Hein. Vous voyez, bon, ça, c'est, je crois que c'est une idée très importante, ça. Mais, puisqu'on parle du Parti communiste, bon, alors, une chose bien connue, c'est l'adhésion d'Aragon au Parti communiste le 6 janvier 1927, le jour des rois. Ça le faisait beaucoup rigoler, ça. Et le fait qu'il ait appartenu à une cellule qui se réunissait dans une salle de l'association Famille Nouvelle, ce qui d'ailleurs donne peut-être une clé pour comprendre le fameux vers qu'on lui reprochera beaucoup plus tard, enfin que certains lui reprocheront beaucoup plus tard, « Salut à toi, parti, ma famille nouvelle ». Oui, c'est une clé qui n'est pas exactement celle à laquelle on pense. Mais plutôt que de parler de cette adhésion, moi je voudrais que tu me parles, parce qu'il y a des adhésions d'Aragon, je voudrais que tu me parles de la première, l'adhésion ratée. Alors, jusqu'à présent, ce que j'ai appris en 10 ans, moi je la situais en janvier 21. C'est-à-dire, le congrès de Tours, c'est décembre 1920. Toi, tu dis, c'est même en décembre, fin décembre 1920, qu'avec Breton, il se présente à ce qui est encore marqué Parti Socialiste. Ils n'ont pas eu le temps de changer l'étiquette. Et il faudrait que tu nous racontes ça à nos amis, parce que je voudrais, brièvement, mais parce que je sais que tu peux être intéressant, mais je voudrais qu'on en tire des conséquences après. C'est tout à fait ça. Ça se fait que c'est raté. Alors d'abord, la date. Elle est facile à établir, car on a retrouvé un carnet de Breton écrit à chaud, hein, le jour même. Donc on peut dire la date à un jour près. Ce carnet a été publié dans les œuvres de Breton dans la Pléiade. Donc 28 décembre. Alors 1920. On présente. Le Parti communiste français n'est pas encore créé. Il est créé le lendemain, je crois me rappeler. Il y a un déroulement du congrès de Tours. Mais le vote majoritaire, ultra majoritaire, pour l'adhésion à l'internationale léniniste a eu lieu. Et ils ont été épatés, Breton et Aragon, par un phénomène qu'Aragon rapprochera lui-même de Fantomas. C'est la magie de l'histoire, un événement extraordinaire, merveilleux. C'est l'arrivée de Clara Zetkin. Cette militante communiste allemande avait été désignée par Zinoviev et Lénine pour venir porter la voix de l'internationale en formation, au fond, à Tours. Alors elle arrive dans les conditions les plus rocambolesques, sur une locomotive, on éteint toutes les lumières, elle réussit à passer sans que la police qui encerclait le congrès la voie, on rallume les lumières, elle est à la tribune et elle fait un discours dur et exaltant dans le ton de l'époque qui secoue les congressistes. Aragon trouvait ça merveilleux. Une femme et une Allemande. Une femme, une Allemande au moment où on bouffait du Bosch sans arrêt dans la presse française, un peu partout, même les intellectuels. Et Aragon a détesté ça. Il y a d'ailleurs un poème très beau, très émouvant, qu'il écrit plus tard dans le roman Inachevé, où il dit qu'il était encore lycéen en vacances, grand lycéen, et il a honte de voir un défilé de prisonniers allemands maltraités. Ça, c'est très fort aussi. Ça nous amène, enfin je m'exprime mal, ça nous conduit à une autre dimension, à mon avis, constante de la personnalité d'Aragon, et je dirais même de plus en plus affirmée, qui est celle de la fraternité humaine, de la solidarité, de l'amour des autres hommes, de tous les pays, etc. Ça, c'est très fort. Et d'ailleurs, il y a aussi l'évocation, au moins 2 fois dans son œuvre, de ce soldat allemand, le visage percé par un éclat d'obus ou une
balles, avec un livre de poèmes allemands qu'Aragon ramasse et que je n'ai pas retrouvé dans sa bibliothèque. C'est dommage. C'est l'amour de l'ennemi, le respect de l'ennemi, parce qu'il est un homme, mais en même temps, il ramasse ce livre de poèmes de Emil Lilienkron, etc., tout poète allemand connu de l'époque, et pour deux d'entre eux, moi, très grands poètes, et c'est la culture qui les rapproche. Vous voyez aussi comment on retrouve ce même thème, la poésie, la culture, comme éléments qui rapprochent les hommes et les rend meilleurs, enfin dignes d'être des hommes. Ouais. Bon, mais moi je voulais que tu racontes... Alors, l'affaire de 1900. Ouais, pourquoi donc il va faire la sueur là-dedans? Tout est dans le tout chez Aragon, et réciproquement. Ils vont, avec Breton, rencontrer un certain Georges Pioche, qui n'a pas été élu au Congrès, mais qui est secrétaire de la Fédération Socialiste de la Seine, un ancien anarchiste qui explique lui-même de poésie, c'était surtout un journaliste, et il adhère au Parti communiste, il sera dans la majorité, il restera très peu d'années, il partira avec beaucoup d'autres, comme Frossard, qui ont fait des chemins divers, son chemin le conduisant, lui, dans les chevaux jupons du maréchal Pétain. Malheureusement, il n'est pas le seul. Pioche les reçoit. Alors ils arrivent, Breton, Aragon. Alors il faut imaginer quand même. Breton avait une canne. Ces messieurs arrivaient en jeunes bourgeois. On voyait l'autre, il était en lavalière, symbole même de nanar. Il suait, un gros monsieur transpirant, ça a beaucoup frappé Aragon, ça. Et il suait la graisse, la vulgarité. C'est comme ça qu'Aragon... Tu parles pas de Breton, là, tu parles de celui qui les accueille. Oui. Et alors Breton arrive, avec Aragon, ils sont présentés, ces messieurs les directeurs de la revue littérature, qui était complètement inconnue, je crois qu'elle avait 15 abonnés, et qui l'avait fondée, et qui était brillante. Et Pioche dit, ben ouais, ces messieurs désirent, alors il dit, ben, nous nous mettons à votre disposition. Nous nous y connaissons en littérature. Je résume, hein, j'invente, hein. Je brode, mais on constitue bien d'après tout ce qu'on a. Nous nous y connaissons, nous pourrions vous rendre les plus grands services pour faire une littérature révolutionnaire. On comprend que vous n'y connaissiez pas grand-chose, mais ça c'est notre job. Pour le reste, soyez tranquilles, nous ferons tout ce que le parti demandera. Mais pour la littérature, c'est nous. C'est-à-dire qu'ils viennent proposer une espèce de deal qui n'ont pas vécu du tout comme ça, bien sûr. Ils sont spontanés, c'est des jeunes bourgeois qui, généreux, qui y croient. Et ils viennent leur dire, ben, vous avez besoin d'une belle littérature révolutionnaire, nous les surréalistes, ou futurs surréalistes, nous allons vous l'apporter. Ah, tu vois, bon, Pioche a dû les regarder avec ses grands yeux, dit, qu'est-ce que c'est que ces petits messieurs, qu'est-ce que c'est que ces matamores qui veulent nous apprendre? Et il leur sort un couplet sur la discipline de parti. Dans les partis, on obéit. On commence par apprendre à obéir et à exécuter les ordres et les directives. Alors il la regarde et là c'est Breton. Breton, ça c'est un langage qu'il ne pouvait absolument pas supporter, qui dit on s'en va. Pratiquement ça s'est passé comme ça. Voilà le rendez-vous manqué. Il faut bien dire que Aragon en a parlé longtemps dans sa vie. Et pas seulement dans ses poèmes, où il l'évoque dans Les Yeux et la mémoire, par exemple. Il le disait parfois. Il disait, ça m'a fait perdre 6 ou 7 ans. J'aurais pu être communiste plus tôt. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais c'est une idée révélatrice aussi d'autre chose, de deux choses. La première, c'est ce que j'appellerais, pour aller très vite, mais le public qui est ici comprend tout ça à demi-mot, l'ouvriérisme, qui n'est pas une tare du Parti communiste français à ses origines, mais qui est un mal, un défaut que le mouvement ouvrier français, particulièrement avec l'anarchisme, avant la guerre de 14, a porté en lui pour des raisons diverses. Ce n'est pas le seul mouvement, mais en France, ça a été accentué. C'est contradictoire d'ailleurs, parce qu'il y avait à la fois une admiration excessive des professeurs et des écrivains, et Aragon le voit ressurgir au moment de la mort de Staline, avec l'affaire du portrait. Si on lit bien les phrases qu'Aragon écrit à ce moment-là, il dit « Je croyais que ce monstre avait disparu, le voilà qui revient ».
Et l'ouvriérisme était conçu pour lui, était compris par lui comme un danger de mutilation, voire de déviation du parti tout entier. C'était le refus de reconnaître l'importance de la culture, la valeur émancipatrice de la culture. Et je pense même que quand on regarde de près un certain nombre de textes qu'Aragon a écrits sur le prolétariat de l'esprit et d'autres, pendant la période où il chemine vers le Parti communiste, ou bien même quand il y a adhéré, il essaye d'élaborer théoriquement et non sans talent, car il a un talent philosophique et théorique réel, c'est un penseur, Aragon. Il essaye d'élaborer une théorie des intellectuels comme groupe social, plus ou moins cohérent, mais qu'on ne peut pas rejeter dans la catégorie des petits bourgeois instables, peu fiables, parfois même dangereux. Ce n'était pas du tout la conception d'Aragon. Il explique sans cesse aux dirigeants ouvriers que les intellectuels ont des défauts, mais il faut considérer leur rapport propre, émancipateur. En somme, il confond, fort heureusement, il mêle la culture et le communisme. La révolution sera culturelle ou elle ne sera pas. Mais, alors... Donc ils n'avaient rien à se dire, piochez lui. Alors oui, Aragon, quand il raconte cet événement, dit, en gros, vous voyez, parmi les propos qu'on peut recomposer, le gars qui lui a dit, entre autres, bon, les petits gars, c'est pas le tout, mais hein, il faut arrêter avec vos salades, il faut aller coller les affiches, et il faut suer avec les ouvriers. Et Aragon dit, je n'ai pas eu envie de suer avec lui. Hein, voilà. Donc c'est... Résumé par Aragon. Résumé dans les notes de les yeux et la mémoire. Bon. Alors, ça c'est important ce que tu dis sur le combat contre l'ouvriérisme. Et alors, là, je pense à un chapitre de ton livre sur une période et sur une activité peu connue, en tout cas moi que je ne connaissais pas, mais je crois dont on parle peu, et qui est l'activité de la maison d'Aragon au sein de ce qu'on appelle, au moment du Front populaire, la maison de la culture. Je me souviens, d'ailleurs tu le cites toi-même dans ton bouquin, je me souviens moi ici d'avoir rencontré Boris Taslitsky, le peintre, et qui me disait Aragon, son grand truc, c'est la maison de la culture. Et toi, tu titres ton chapitre un sans faute, la maison de la culture. Et alors, je voudrais que tu nous en parles un peu, parce que je vais te dire, on dit toujours, Aragon, évidemment, ce combat contre l'ouvriérisme, etc., bien. Et Aragon triomphe à Argenteuil, 1966, le comité central sur la culture à Argenteuil, dont une grande partie, dont la résolution est due à Aragon, et une partie de la résolution est même écrite de sa main. Bon. Et donc on dit, voilà, et puis alors après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça va rentrer dans la vie, etc., les théâtres en banlieue, Jacques Ranitella, et bon, voilà, donc on dit ça. Mais, moi je vais vous dire, hein, en te lisant, en relisant, imaginez un peu, Jacques Duclos, en 1938, à l'invitation des maisons de la culture, prononce un discours qui s'appelle « La défense des droits de l'intelligence ». Bon, vous voyez, c'est pas un savant, je sais pas quoi, c'est un dirigeant du Parti communiste, bon, la défense des droits de l'intelligence. Et Aragon, dans le petit discours qu'il fait avant, il passe en vedette américaine en quelque sorte avant Jacques Duclos, et devant un parterre, excusez du peu, dit, c'est là où il a cette fameuse phrase, la culture est aussi nécessaire à l'homme que le pain, parce qu'elle est le pain de l'esprit. Et quand vous lisez ce texte d'Aragon, on se dit, voilà. Imaginez, tu l'as évoqué tout à l'heure, en 1936, alors pas dans cette salle, mais au comité central du Parti communiste, rapport de Paul Vaillant-Couturier, qui s'intitule « Au service de l'esprit ».
rapport du comité central. Quand vous lisez ce texte, aujourd'hui, et j'invite les jeunes à se le procurer, c'est un texte, mais vous voyez, alors, je me demande, c'est ça que là je voulais en venir, hein, Pierre. On dit Argenteuil, évidemment, parce que toi, moi, nous avons connu Argenteuil. En 66, on était grands, on se souvient, on sait que c'est important, etc. Et je me demande, quand tu lis ces textes de 36 ou de 38, et là, j'étais pas né, je me demande si on n'est pas victime d'une illusion un petit peu rétrospective. Le grand moment culture du communisme français, c'est 36. C'est-à-dire, c'est avant Argenteuil. Je ne veux pas dire qu'Argenteuil c'est important, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire, on disait c'était tout, et maintenant je vous dis rien, mais je trouve que quand on lit ces textes, et alors, ce qui me fait dire ça, c'est une phrase de toi, et que je trouve vraiment bien, parce que Maison de la Culture, 36 Aragon, ça fait penser aux maisons de la culture qui vont être créées dans les années 60 par Malraux. Quand le poste de ministre de la Culture sera créé par De Gaulle pour Malraux, et que Malraux va créer des maisons de la culture. Et toi, tu dis, page 718, ah oui, non, mais j'ai bossé. Avant 1939, Aragon a composé de facto le personnage du premier ministre de la Culture que la France a eu. André Malraux, devenu gaulliste, le sera de jure de droit, 22 ans après, créant, non sans panache, mais de façon étatique et limitée, quelques néo-maisons de la culture. Qu'est-ce que tu penses? C'est quand même un moment fort, ça, non? Oui. Moi, je pense que la période Front Populaire, 1900, mettons 35, il a démarré un peu avant, juin 34, à la conférence du parti à Ivry, jusqu'en 1939, c'est une très grande période d'avancée non seulement politique, mais théorique du parti. Je ne voudrais pas être excessivement affirmatif et m'aventurer sur un terrain sur lequel on n'arrive pas à avoir de documents précis pour cause. Oui, il n'y a pas d'archives. Voilà. Alors, sur la Maison de la Culture, il n'y a pas d'archives, je vais y revenir, mais même sur un autre point. Il semble que Vaillant Couturier est avancé prudemment, on n'a pas le texte exact, on ne voit pas les formes, l'idée que la dictature du prolétariat, c'était très bien pour les prolétaires russes, mais qu'en France, nous avions la tradition de la Révolution française, de 93-94, de la Commune, et que peut-être nous trouverions des lois originales. Et ça passe dans un rapport de Maurice Thorez de 1937 au congrès d'Arles, auquel Aragon attache une immense importance et qu'il évoque dans le vent qui Arles pendant la Résistance. Dans ce congrès, il faut quand même regarder ce rapport de Maurice Thorez. Moi, je l'ai oublié, j'ai relu. Il présente une chose qui n'a peut-être pas fait plaisir partout en Europe d'ailleurs. Il dit, maintenant, la révolution a deux têtes dans le monde, l'Union soviétique et la France. Prodigieuse audace. Et tout un travail, peut-être pas construit, systématique comme on a fait plus tard, mais dans une espèce de bouillonnement, d'effervescence, d'avancée, a eu lieu à ce moment-là sur le marxisme, l'histoire, la politique, le rassemblement, et même la conception du socialisme et de la création dans le domaine de la culture. Un travail considérable a dû être fait, malheureusement. Beaucoup de ces choses ont disparu, parce qu'il y a eu la guerre. C'est le cas pour la Maison de la Culture. La Maison de la Culture avait comme grand animateur, c'était Aragon qui dirigeait tout. Placé là, au départ, par Paul Vaillant Couturier, qui a joué un très grand rôle dans notre histoire, mais qui, j'entends l'histoire du Parti communiste, mais dont on n'a pas grand-chose. On a très peu d'éléments aux archives. Vaillant Couturier, que Aragon cite très souvent, dont il était proche, avait déjà ouvert la voie. Il place Aragon à la tête de la Maison de la Culture. La Maison de la Culture, ce n'est pas une maison, elle a changé de lieu d'ailleurs.
elle est allée s'installer dans les beaux quartiers. C'était un choix aussi. La Maison de la Culture, c'était une association qui a regroupé au moins, parce que les chiffres varient un peu, mais le plus bas qu'on ait, c'est 60 000 adhérents en 1938, enseignants non compris, c'est-à-dire écrivains, plasticiens, architectes, gens du spectacle, cinéastes, etc. Et si on fait la liste de ceux qu'on connaît, qui ont été presque tous les plus grands noms de l'intelligentsia française, on s'y trouve. Oui, il y a Malraux. Il y a Malraux, et il y a des photos où on voit Malraux, Aragon, et il y a une table comme ça, avec un bout de chiffon dessus, et ils sont là en train de discuter tous les deux. Ils ont fait des réunions, des débats extraordinaires, mais les archives sont perdues. Vous savez pourquoi? Le secrétaire de tout cet organisme était un architecte français qui s'appelait René Blech. Et c'est un homme, ça serait intéressant qu'un historien s'y colle avec un bon mémoire et qu'on cherche tout ce qu'on peut trouver sur cet homme. Remarquable, je crois. Et ce René Blech, à la déclaration de la guerre, en 1939, a planqué les archives considérables de la Maison de la Culture dans une ferme, je crois, ou une maison de campagne, quelque part, vers la Normandie. Il est tombé qu'un obus allemand lors de l'attaque de mai-juin 40, sur cette maison, tout a été détruit. Donc on a très peu d'archives. Je signale tout de même qu'un historien français en parle assez longuement et d'excellente manière, c'est Pascal Horry. Pascal Horry dans un gros livre sur la culture populaire au temps du Front populaire. Et il en parle de façon tout à fait objective et positive. Mais ça a été une effervescence créatrice, théoricienne et pratique considérable. Et on discutait pendant 2 jours entiers de la peinture et du réalisme. On discutait du réalisme socialiste, mais on discutait du réalisme français en général. On discutait du théâtre. Et Aragon animait tout ça, il courait d'un endroit à l'autre. Il se montre déjà ses talents d'organisateur infatigable et talentueux, grand organisateur Aragon. Et il faisait des salles combles 2 soirs de suite avec Picasso, Matisse, ils étaient tous là, Léger, etc. Et ces débats étaient répercutés. Malraux y participait, mais comme bien d'autres. Et une des caractéristiques d'Aragon, j'en verrai 2. La première, c'est de porter les débats au plus haut niveau théorique. J'ai fait une micro. Ça marche. Les porter ces débats au plus haut niveau de réflexion possible. Et la deuxième orientation d'Aragon, c'était d'aller chercher tout le monde, de rassembler. C'était vraiment les 2 orientations de Maurice Thorez. Moi, je pense personnellement que, je suis désolé de donner un avis personnel sur un sujet qui est un peu, qui est un peu à côté de notre débat sur Aragon. Personnellement, je pense que Maurice Thorez a été un très grand homme et un homme d'État, peut-être le seul homme d'État que le Parti communiste français ait produit. Et Aragon lui-même se disait thorésien. Je viendrai dans le tome 2. S'il faut me donner une étiquette, eh bien je suis thorésien. Ma foi, je dirais peut-être la même chose. Ça rime avec parisien. Oui, parisien, thorésien. Bon, mais... Voilà. Et cette Maison de la Culture, ça a été une ouverture extraordinaire. Alors, naturellement, c'était rassembler, aller chercher les gens, pas pour les phagocyter, mais pour les reconnaître dans leur spécificité, leurs différences, et travailler avec eux en les prenant comme ils étaient, tout en les faisant évoluer, en essayant de le faire. Et Aragon est le champion de l'Union. Il va chercher tout le monde. Les académiciens français, les gens comme Louis Guillou, Gide, il échouera avec Gide finalement. Mais bon, il fait des grands efforts pour l'emmener en Urs, et ainsi de suite. Tout ça marque des points. Il leur fera pendant la Résistance. Ce Claude Roy, qui va devenir un des hommes à la sortie de la Résistance les plus en vue du communisme français. Il y a de l'Action française. Il écrivait dans le journal de Brasillac. Aragon le repère en 40. Il va le chercher, il lui donne tout de suite un travail à faire. Il y a des réunions de poètes organisées plus ou moins par des pétainistes à Lourmarin.
Il dit, vas-y donc, tu me représenteras. Et l'autre est épaté, et puis il discute patriotisme, il discute grandes idées, ils vont au fond des choses. Aragon ne cherchait pas à gagner les gens par les pattes, il aimait les pattes, il aimait le spectacle. C'était Talma, un grand comédien, mais c'est complètement secondaire. L'essentiel, c'est qu'il essayait d'élever le débat, d'aller au fond des choses et de les poser en termes de rassemblement national, union de toutes les forces. Et je crois que Aragon est allé au maximum de ce qu'il pouvait faire quand il s'adresse à Céline. Alors les communistes, après la parution du Voyage au bout de la nuit, ont été à peu près unanimement enthousiastes sur ce roman. Il y avait de bonnes raisons pour. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Aragon, lui, les voit. Il écrit à Céline, dans Commune, la revue de l'époque, et il lui dit « Camarade Céline, vous voulez la même chose que nous, vous condamnez la guerre, vous êtes pour défendre les pauvres, contre la misère, contre l'Amérique et son afro-capitalisme, contre le colonialisme. Il faut vous débarrasser quand même de cet horrible mépris antisémite qui est le vôtre. » Vous voyez comment il discutait en allant très très loin. Il a échoué avec Céline et pour cause. Mais tout de même, quelle audace! Il discute de même avec les chrétiens, c'est une des grandes affaires de la vie d'Aragon à partir de ce moment-là. Il a été élevé dans le christianisme, il rompt avec la religion, il devient farouchement anticlérical, brillamment même d'ailleurs, on peut le dire, c'est réjouissant. Mais Torres lui a dit, non, il ne faut pas continuer, arrêtez-moi ça. Hein. Les ouvriers sont déjà assez divisés comme ça, vous n'avez pas ajouté la religion. Et Aragon dit, j'ai eu une illumination, j'ai tout compris, je résume, je simplifie. Et lui-même devient l'homme qui tend la main aux chrétiens, non pas seulement du point de vue politique, pour avoir des voix aux élections, si j'ose dire. La main tendue, c'est beaucoup plus pour Aragon. Ce sont deux faces de l'humanisme, constituées dans les conditions de l'histoire de France, et qu'il faut essayer de réunir, tout en les considérant comme très différentes. Ça n'est pas encore une fois absorber, c'est se reconnaître mutuellement et agir ensemble. La conjonction est un des... Alors, ça c'est une de mes surprises. Il y a toutes sortes de publications dans la Pléiade de textes théoriques d'Aragon pendant la guerre, et la conjonction et n'y est pas pour une raison qui me laisse plein d'interrogations. Je pense que c'est un simple oubli. Bon, Pierre, on voit que tu es intolérable. Intolérable. On va travailler Lacan. Il faut faire attention parce que Lacan est là. Hein. Donc, moi je voudrais te dire un truc sur les maisons de la culture. Et je vais peut-être, pour essayer de te dire quelque chose que tu n'as pas dit là-dedans. C'est une coquille, hein, c'est un détail, mais c'est pour détendre et puis pour finir. Tu sais que donc Aragon, tu le disais tout à l'heure, dans la maison de la culture, faisait des tas de voyages dans le pays, etc., animait des réunions, etc., et du ouvriérisme, etc. Et la partie artistique, parce qu'il y avait souvent, comme on a bien connu ça, une partie artistique. Il y avait la partie politique, Aragon, et la partie artistique. Et dans la partie artistique, il y avait souvent les frères Marc. Alors, sais-tu qui c'était, les frères Marc? Je sais que tu le sais. Alors voilà, donc ces deux chanteurs s'appelaient Nathan et Maurice Korb. Et Aragon leur avait dit, mais les gars, avec un nom pareil, vous n'y arriverez jamais. Alors, vous devriez changer de nom. Vous devriez vous appeler les frères Marc. Le plus jeune, on l'appellerait le Marc cadet. Et le plus vieux, on l'appellerait Vieux Marc. Et c'est comme ça, je suis certain que ce nom-là se retiendra facilement. Et donc, c'était la partie artistique d'Aragon qui passait devant avec la politique. Et alors, à un moment, Maurice, l'un des frères, a cessé de chanter. Il est resté un frère, Marc,
C'était le Marc, alors qu'avant il y avait les Marc, et c'est comme ça qu'il est devenu Francis Lemarque. Francis Lemarque, c'est un nom qui a été trouvé par Aragon. Pour les deux d'abord, et comme il n'en restait qu'un, il est devenu Lemarque. Ce que tu dis sur... Alors, il faut qu'on arrête là, parce qu'on me regarde là, et vous en avez peut-être marre, hein, mais vous voyez, c'est passionnant d'entendre. Hein, je vous renvoie à son bouquin. Ce que tu dis sur Aragon et le... Moi, j'aurais voulu t'interroger sur la philosophie, parce qu'il y a un truc très, très fort là-dedans, c'est Aragon et la philosophie, secteur qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein. Bon, mais on n'a pas le temps. J'aurais aussi voulu t'interroger sur Staline et les... Parce qu'on le retrouvera au tome 2, donc tu reviendras au tome 2. Mais quand même, la mort de Gorky et les trois récits successifs qu'on donne à des moments différents, Aragon, il explique tout ça. C'est pour vous donner envie de... On n'aura pas le temps d'en parler là, parce qu'il est déjà 9h30. Mais je veux juste dire, pour la philo et ce que tu dis, là, le rassemblement Aragon, hein, je pense à Bergson. Parce que le philosophe Bergson, grand philosophe, grande personnalité, professeur au Collège de France, membre de l'Académie française, vous voyez, Bergson né en 1859, je crois, et mort en janvier 41. Or, Bergson a été le type même de, j'allais dire, l'ennemi de classe, le chien de garde, si vous voulez, de la bourgeoisie pour les philosophes communistes, pour Nizan et Politzer qui a écrit évidemment une plaquette célèbre, le bergsonisme, une parade philosophique. Bon. Et donc, Bergson, c'est le complice, c'est le philosophe de la grande bourgeoisie, des banques, etc., etc. Bien. Et vous trouvez des poèmes d'Aragon, persécuté, persécuteur, oral, etc., le traité du style, où Bergson apparaît sur la même ligne là. D'ailleurs, on se demande un peu ce qu'il vient faire là. Mais bon, Bergson est allumé. Hein, on comprend que Aragon est sur cette ligne. Et puis, vous savez, à la fin de sa vie, Bergson avait décidé, pour raison de cheminement intérieur, Bergson qui était juif, avait décidé de se convertir au christianisme. Et voyant les années 40, 41, enfin 40 surtout, parce qu'il est mort en janvier, voyant le climat, la haine antisémite se déchaîner, etc., il n'en a rien fait. Il a renoncé à sa conversion. Il a mis l'étoile jaune. Et il a mis l'étoile jaune. Donc, Bergson, voilà. Et il meurt, et dans le numéro... Il meurt, mais alors au sommet de sa gloire, vous voyez, c'est un intellectuel considérable, un penseur considérable. Et Politzer, donc, qui à ce moment-là prépare un numéro clandestin de l'Université libre, doit évidemment parler de Bergson. Et qu'écrit-il? La même ligne qu'avant. C'est-à-dire Bergson, le penseur de la bourgeoisie, etc. Alors que quand on regarde les étoiles, et je l'ai vu grâce à Georges Ayot, parce qu'il m'a montré la collection complète des étoiles, quand vous regardez les petits papiers numérotés, des petits journaux renéotés d'Aragon, Bergson, grand intellectuel français, grand penseur français, Bergson, je le salue. Changement de ligne, abandon. C'est-à-dire que quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat. Comme dira un peu plus tard la rose et le raisin. Bon, alors, bon, c'était un exemple pour aller dans le tome 2, je vais Parle-nous un peu du tome 2, voilà. Un instant, je vais développer cette question. Je crois qu'on touche à un point crucial de l'histoire du parti à cette époque-là. Il y a une Aragon, je le résume en 2 mots, j'ai essayé de le reconstituer, c'est très difficile, car il n'y a pratiquement pas de documents. C'est à travers les non-dits, quelques phrases, que j'ai essayé de le faire, Aragon est en gros coupé du parti à ce moment-là, il y a déjà une liaison qui a commencé à être établie, et Dudac vient le voir et lui apporte
les documents en question. Aragon pique sa crise. Ça, c'est très facile à reconstituer, connaissant le personnage en plus. Il se met en colère, il dit, mais le parti fait fausse route. Enfin, il ne dit pas le parti, Politzer fait fausse route. Donc, il négocie. Le parti le fait remonter avec Elsa, contre toute règle de sécurité, une audace, remonter à Paris. La rencontre a lieu dans une villa. L'arrestation à Tours. Dans une villa, la villa d'un sculpteur qui était parti. Il y a probablement Daniel Casanova qui est là. Et Aragon essaie de convaincre Politzer. Il semble que comme Politzer était un homme remarquablement intelligent, il comprend tout de suite. Et il doit dire, je me suis trompé. Et en même temps, c'est le moment où le parti a déjà pris depuis quelques mois l'orientation vers le Front National. Malheureusement, on n'a pas déposé ce nom, mais tout le monde sait ici de quoi il s'agit. Et je pense qu'à ce moment-là, après quand la discussion a eu lieu, Daniel va voir Jacques Duclos, qui dirigeait le parti clandestin sur l'ensemble du territoire, dans sa cachette dont elle était seule à connaître le lieu, ou Tudac ou un autre, et elle revient le soir, et Jacques a tranché en disant « c'est Aragon qui a raison ». On décide donc, à ce moment-là, de créer le Comité national des écrivains, le plus large possible, on va y mettre Mauriac, qui accepte, et de lancer des lettres françaises en les confiant à Jacques Decour. Je crois que c'est un moment clé, c'est un tournant, c'est la conception des intellectuels qui vont être rassemblés dans toute leur ampleur, catégorie par catégorie, c'est-à-dire dans leur spécificité d'intellectuels, et auxquels on va cesser d'administrer des leçons de marxisme en disant c'est le marxisme-léninisme qui est la clé pour être un bon résistant. Je simplifie, jamais Politzer n'a pensé ça, mais on va cesser de mener des batailles qui ne sont plus d'époque. On va chercher ceux qui unissent et écarter ceux qui divisent. On verra plus tard les autres débats. Et c'est Aragon qui a fait faire ce tournant dans le domaine de la lutte pour les intellectuels au parti. Et alors, naturellement, approuvé, protégé, encouragé par Jacques. Tout va basculer à partir de ce moment-là. On réorganise les choses, et c'est compliqué parce que ça ne marche pas toujours. Au nord et au sud, il y a les deux zones, on n'est pas forcément d'accord, il y a des tiraillements. Aragon fait le voyage pour reconvaincre. Mais vous voyez que c'est la même ligne que la ligne du Front populaire, de la Maison de la Culture, du Front français, lancé à l'époque, qui était plus large, par Maurice Thorez et du Congrès d'Arles. Et Aragon a bien montré comment la résistance et la politique unitaire, rassembleuse, nationale du Parti communiste dans la résistance sortait du travail idéologique et même psychologique, moral, qui avait été fait avec les communistes dans les années précédant la guerre. Je pense que cette continuité, il l'illustre en évoquant, alors ça c'est la grandeur d'Aragon d'une certaine façon, en évoquant Politzer. Ils ont écouté ensemble le discours de Maurice Thorez à Villeurbanne, ils en sont sortis ensemble enthousiastes parce qu'ils ont chanté ensemble la Marseillaise, et il accable Politzer de compliments dans l'évocation de cet épisode très mystérieux dans Les Poissons Noirs et d'autres textes qui accompagnent le musée Grévin et les textes de cette époque, pour bien montrer que Politzer avait compris même avant lui. Mais enfin, c'est lui qui avait rectifié la ligne. Et je pense que ça, c'est remarquable, parce qu'Aragon était un homme qui ne suivait pas aveuglément. Il posait des questions, il était discipliné, il s'inclinait dans la direction, mais il disait franchement ce qu'il pensait, et toujours en allant au fond des choses, sur la ligne stratégique permanente qui était celle de l'Union. Bon, Pierre, rendez-vous au tome 2. C'était donc Pierre Juquin pour son livre Aragon, un destin français, tome 1. Tome 2 apparaît en mars. Celui-là s'arrête au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, septembre 1939. Le deuxième va donc jusqu'en 82.
Bonsoir, merci. À vous, Cognac Jet. De l'opposition à Santiago illustre une volonté de renouveau. C'est-à-dire que le centre-gauche retrouve au Chili l'espoir de revenir au pouvoir. L'ancienne présidente socialiste Michelle Bachelet est créditée de plus de 30 points d'avance dans les sondages. Ah. En France, il y a aussi des sondages, mais c'est sur la chute spectaculaire de la qualité du sperme. Ah, Ah, ben, dis donc. vous savez pourquoi le sperme chute? La concentration moyenne de spermatozoïdes était de 63,6 millions par millilitre de sperme en 89. En 2005, elle était de 49,9 millions. C'est les engrais chimiques dans l'agriculture. Peut-être, je ne sais pas ce qu'ils disent. Le déclin est un sujet qui est devenu à controverse. Ah, les controverses. Et la nouvelle étude française pèsera lourd dans la balance, en particulier par sa puissance statistique. Elle porte sur plus de 26 000 hommes, ce qui en fait probablement la plus vaste enquête sur le sujet. Ils ont travaillé avec ceux de l'Institut national de la santé et de la recherche. Les auteurs ont analysé les données de tous les hommes dont le couple participait à un programme d'AMP pour les 126 principaux centres en France. Donc que je filme ça. Hein? Que je le filme quand même. C'est où? C'est là, Oui. la concentration moyenne. Oh. Ça a beaucoup diminué, hein? Ah oui, oui. Ah non, mais ils disent que c'est préoccupant. Ouais. Les Parisiens, les plus fragiles, sont exposés à la plus forte pollution de l'air. Les dangers avérés des perturbateurs endocriniens. Les non-alignés inquiets du jeu copient Filio. Ils continuent de négocier, mais Kosciusko-Morizet et Maire